Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Je suis Flavie, une maman au parcours hors du commun. Après 8 ans de PMA et un deuil périnatal, elle est devenue maman de 2 petites filles, Prune et Augustine, dont on est dans la chambre. Ah non, on est dans la chambre de Prune. On est dans la chambre de Prune. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Elle a aussi créé plusieurs entreprises, avec toujours un fil rouge autour de la parentalité et de son expérience. On va parler de son parcours, des défis qu'elle a relevés et de ce que ça lui a appris, autant en tant que maman qu'en tant qu'entrepreneur. Bonjour Flavie. Bonjour Alice. Merci d'avoir accepté de m'accueillir chez toi aussi, puisqu'on enregistre exceptionnellement là en présentiel, carrément dans la chambre d'une de tes... C'est ça. C'est trop chouette. Donc dis-nous un peu, toi t'es passée par 8 ans de PMA. Est-ce que tu peux nous raconter ce parcours et puis comment t'as tenu bon surtout? Nous, en fait, avec mon chéri, on se connaît depuis maintenant 20 ans. Cette année, ça va faire 20 ans, donc on est un vieux couple. Et en fait, quand on s'est connus, il est tombé malade rapidement. Il a eu un cancer, une leucémie. Donc c'est un cancer du sang qui fait qu'il a dû avoir de la chimiothérapie et des rayons. Et donc, heureusement, les médecins, juste avant de commencer les traitements, ont pu penser à congeler son sperme parce que tous les traitements l'ont rendu stérile. On a su en fait assez rapidement qu'on devrait passer par une aide médicale pour que je puisse tomber enceinte, tout simplement parce que du coup le sperme était congelé. Donc après, voilà, il y a eu toutes les années où il a fallu qu'il soit greffé, passage en fauteuil roulant, ça a été très long. Et puis, une fois qu'on était sorti tout ça, maintenant il va vraiment très très bien. Il m'a demandé un mariage, on s'est mariés, et puis du coup on s'est dit, allez, c'est le moment, faisons des bébés. Donc du coup on avait déménagé dans la région toulousaine, vu qu'à la base on vient d'Orléans, et donc on a pris contact avec le centre PMA de Toulouse pour se renseigner, mais il a fallu quasiment 1 an en fait pour juste la partie administrative en fait, pour avoir les papiers, pour savoir quelle technique ils allaient utiliser sur nous, s'il faut un rendez-vous psy, il faut voir un gynéco, un neurologue, ouais. C'est courant que ce soit si long? Et surtout que nous on était en CHU, donc oui c'est long. Les délais en fait entre chaque rendez-vous de médecin c'est 3-4 mois. Et encore maintenant, à mon avis, c'est 6 mois. J'ai échangé quand même avec pas mal de familles en PMA dans les accompagnements sommeil et j'ai souvent entendu des protocoles, des débuts de protocoles plus courts que ça. Quand on passe en clinique, en clinique, ça peut aller plus vite. Okay. Parce que comme il y a des dépassements d'honoraires, tout ça, il y a moins de gens qui vont en clinique. Mais moi, en CHU, tout le monde va là-bas, il y a de plus en plus de monde. Wow. Donc, ça a été assez long. Et puis, voilà, on s'est lancé. Donc, les démarches, on a commencé en 2013 et on a commencé du coup la première fille en 2014. Donc tout plein d'espoir, on était persuadés que ça allait marcher du premier coup, les médecins aussi à fond étaient derrière nous et puis non, ça n'a pas marché. Une deuxième, ça n'a pas marché. Voilà, on a fait vraiment plusieurs protocoles. C'est la 3e fille qui a été la bonne. Donc au bout de 7 transferts d'embryon, ça a été un petit peu long. Donc en tout, on aura mis 3 ans de protocole pour que je puisse avoir ma première grossesse. Donc c'était en 2017 et après la grossesse au départ s'est bien passée, puis en fait on a découvert aux échos que le bébé avait une malformation au cœur, donc j'ai été suivie de près pendant toute la grossesse et on savait du coup qu'à la fin, après l'accouchement, il faudrait l'opérer et qu'après il y aurait une vie tout à fait normale, il y aurait besoin de passer par la case opération pour réparer son petit cœur. Donc la grossesse forcément a été stressante, on savait pas trop comment ça allait se passer à la naissance. Et oui, beaucoup de suivi et puis cette inquiétude de pas savoir à la naissance quand est-ce que comment ça allait se passer l'opération de suite, 1 mois, 2 mois après, on ne savait pas, même les médecins ne savaient pas. D'accord. On pouvait le savoir qu'au moment de la naissance. L'accouchement s'est super bien passé. Et voilà, quand on a fait les examens du coup sur bébé à la naissance, donc c'était une fille. On ne savait pas le sexe pendant toute la grossesse, on s'était gardé à surprise. Donc notre première fille est née en juin 2018, Marie-Charlotte. Donc ils ont fait les examens directement sur son cœur à elle et en fait il s'avérait que c'était plus compliqué que prévu.
plus Donc, grave que ce qu'ils ouais, avaient envisagé au perçu départ. dans les examens pendant la grossesse. C'est ça. Donc du coup l'opération a dû se faire assez rapidement, donc à 8 jours de vie, opérée à cœur ouvert, enfin voilà, grosse opération. Et on a eu pas de chance parce que l'opération n'a pas fonctionné. En fait, ils ont réussi à réparer, mais quand il a fallu lancer le cœur, ça a déconné total. Donc voilà, donc on s'est retrouvés du jour au lendemain, voilà, avec la perte de notre fille et quelque chose qu'on n'avait pas vraiment envisagé. Donc voilà, ça a été compliqué après par la suite, forcément, tu l'imagines, de devoir se refaire, de reprendre la vie de tous les jours, tout ça. Et surtout qu'on avait tellement galéré à l'avoir que c'est compliqué en se disant, mais ça se trouve, on n'arrivera jamais à avoir un enfant, tout ça. En plus, oui, c'est un deuil périnatal déjà très difficile à vivre, mais qui vient après un long parcours. Un long parcours, donc c'est ça. C'est double peine, on va dire. Plus de pas de chance pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit passé par une PMA et une fécondation in vitro. Ce sont deux choses très différentes. C'est une naissance sur 100. Bébé a une cardiopathie, une malformation cardiaque, mais la plupart sont anodines ou se réparent très bien. Donc voilà, c'est vraiment coup de pas de bol. Bon, après la naissance, moi j'ai eu rapidement envie d'agrandir la famille, de devoir retomber enceinte, tout ça. Malheureusement, comme j'ai une césarienne, ça a été en siège, tout ça. Oui. Voilà, on est total. Du coup, j'ai pas pu, je n'avais pas le droit de retomber enceinte pendant 1 an pour bien cicatriser, tout ça. Donc c'est vrai que c'est hyper frustrant parce qu'en plus tu peux pas tomber enceinte naturellement vu qu'elle est stérile. Donc en fait, tu es vraiment obligé d'attendre la médecine. Donc hyper frustrant. Et puis voilà, on a pu reprendre la PMA et donc du coup, on a fait quelques protocoles mais ça n'a toujours pas marché. Donc il y a eu le Covid. Évidemment, au milieu de tout ça. Donc on a perdu énormément de temps à ce moment-là. À la reprise, j'ai changé de centre parce que j'avais besoin de renouveau après 6 ans en fait de parcours PMA, toujours au même endroit. Et puis là, à Toulouse, c'est le centre PMA est juste à côté de la maternité du centre d'accouchement et juste en face de la morgue en fait. Donc là où on lui a dit le dernier au revoir. Donc c'est vrai qu'à la fin, je commençais à avoir un peu des crises d'angoisse quand j'y allais. Donc je me suis dit, allez, on change, j'ai besoin d'autre chose. Donc on est parti à Montpellier, à 3 heures de route. Donc grand chamboulement, mais bon, on avait besoin de ça, on est passé en clinique. Donc là, en 2 mois de temps, hop, je reprenais les protocoles. C'est ça. Hyper rapide, voilà. Donc on a repris, mais voilà, ça n'a pas marché de suite. En plus, je répondais moins bien au traitement. Donc il nous a refallu 3 ans en gros pour cette fois-ci que ça puisse remarcher et avoir une deuxième grossesse. Voilà, pour la petite histoire, donc on a mis cette fois-ci 2 embryons. Pourtant, on a mis les 2 qui n'étaient pas top, ils n'étaient pas les plus beaux. Souvent, on se dit, en PMA, on fait très attention au classement des embryons, de ça. Là, c'était pas top. Donc voilà, ils les avaient congelés ensemble et on s'était dit, autant implanter de suite ceux-là, d'avoir les jumeaux de suite que d'avoir un premier enfant et après d'avoir des jumeaux, c'est plus compliqué. Oui, et puis c'est surtout qu'ils craignaient que même en mettant les deux n'aboutissent pas. Ah oui, c'est ça. Le fait que comme ils étaient moins bien, en fait, ils avaient congelé ensemble pour essayer de leur donner plus de chances d'accroche, je sais pas, voilà. C'était leur truc à eux. D'accord. Et on a eu la chance, que ça marche, que ça tienne. Voilà, c'était donc trop top. Donc je suis tombée enceinte donc en 2022 et elles sont nées donc je suis tombée enceinte à Pâques. Enfin, le transfert était à Pâques et j'ai accouché 2 jours avant Noël. Donc voilà. Et donc des petites jumelles. Là, cette fois-ci, pendant la grossesse, je voulais absolument savoir le sexe parce que c'était important pour moi de faire la distinction. C'était encore que ce soit pas le même genre de grossesse. Voilà. Après, le fait que ça soit des jumelles, ça a quand même fait une autre grossesse totalement différente. Ah ça, oui, c'est pas comparable, j'imagine. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis 8 ans. C'est que, en fait, j'ai eu une première grossesse et on a dû recommencer le Covid, le changement de centre, les pauses aussi, parce que de temps en temps, t'as besoin de respirer, de continuer de vivre, quoi. On a voyagé, on a acheté un appart, on a fait plein de choses pour mieux avancer, quoi. Et du coup, après tant d'années à avoir attendu, avoir enfin des bébés, comment est-ce que tu as vécu finalement l'arrivée de tes jumelles? Est-ce que ça s'est passé comme tu t'étais imaginé ou pas? On va dire que j'ai eu du mal à réaliser. Il m'a fallu presque 1 an vraiment pour réaliser que c'était mes filles à moi, qu'elles resteraient là tout le temps et que j'étais vraiment leur maman. C'est comme une sensation de genre, on me les avait prêtées, tu vois, et puis que
qu'on allait me les reprendre à un moment donné, quoi. Ça, c'est plus les conséquences d'avoir vécu un deuil périnatal, tu penses? Je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait de l'avoir tant rêvé et maintenant que ça soit là, avoir du mal à réaliser que ça soit vraiment là, tu sais. Oui, en vrai, c'est certainement un peu une accumulation. Ouais. De la longue attente, plus de cette expérience de deuil. Ouais. C'est ça, donc... Ça semble assez cohérent, hein, que tu aies pu ressentir ça. Mais par contre, voilà, ça m'a fait vraiment relativiser sur les débuts. Oui, c'est fatigant, mais en fait, t'es tellement heureuse, tu te dis, mais tu les as tellement attendus que du coup, il y a des phases où c'est peut-être un peu moins difficile qu'une autre maman lambda qui aurait eu une grossesse normale, on va dire, rapide. Enfin, voilà. Là, nous, c'est vrai qu'on les a tellement attendus que, bon, tu relativises beaucoup. Ouais, j'imagine. Et devenir maman, du coup, après un parcours aussi intense que celui-ci, tu dirais que ça change quoi dans la façon de voir ta parentalité? Ça te fait apprécier vraiment les petits instants tout simples en fait de ta maternité où vraiment t'essayes vraiment d'apprécier au maximum tout ce que tu vis parce que voilà, oui, tu les as tant rêvés que tu découvres au fur et à mesure. Après, bon, donc ça c'est l'avantage, c'est de relativiser vraiment sur les choses. Après, l'inconvénient c'est que pendant des années en fait j'ai évité de me projeter en étant maman, parce que c'est un rêve que t'as et tu galères, donc tu te dis je vais pas trop me projeter. C'est ça, donc tu te projettes pas trop parce que tu te dis oui mais au cas où que en fait je tombe jamais enceinte, voilà. Donc du coup je me suis jamais vraiment documentée et renseignée sur qu'est-ce qu'être maman, sur l'après quoi. Ce que ça fait d'avoir vraiment un nouveau-né, comment il faut s'en occuper, c'est un truc de base en fait. En plus on n'a pas dans notre entourage proche des bébés. Je suis tombée enceinte en même temps que mes copines qui étaient plus jeunes que moi. Enfin, et donc même dans la famille, mon frère est super loin, donc j'ai pas vécu vraiment avec lui et mes petits neveux et nièces. Avec le recul, du coup, est-ce que tu regrettes un peu de pas t'être un peu plus renseignée? Ça aurait été, oui, je pense plus simple sur certaines choses. Je pense que j'aurais soit moins stressée sur certains points, ou en tout cas mieux comprendre ce qui se passait en fait sur certaines choses. Bon, notamment sur le sommeil, on en reparlera après, mais il y a plein de choses, oui. Le fait de pas m'être renseignée a engendré un peu de stress ou même de conflit avec mon chéri parce que lui c'est pareil, il était très pendant toute la grossesse, c'était on verra quand ils seront là, on verra parce que je pense que lui aussi il avait du mal à se projeter et à se dire bon voilà, on verra quand ils seront là, on apprendra sur le tas, mais tant qu'elles sont pas là, lui je pense qu'il avait cette peur là inconsciente. Est-ce que tu aurais pu plus étaler dans la durée en t'y prenant dès la grossesse certaines choses, même au niveau organisationnel et tout ça, plutôt que d'avoir d'un coup la grosse charge mentale d'être pris sur le fait de la réalité de ce que ça veut dire être maman et de te retrouver avec beaucoup de choses d'un coup. Il y a un peu ça, non? En fait, pendant la grossesse, le seul truc que je me suis renseignée, c'est bon sang, je vais avoir 2 bébés. 2 bébés, comment je vais faire? En fait, j'ai eu un petit moment de panique. Je pense que ça doit en me disant, mais du coup, attends, comment je vais faire? En plus, je bossais de la maison, donc j'allais les garder pendant plusieurs mois seule pour que mon mari reprenait le travail. Donc, c'est comment j'allais m'organiser, tu vois, la poussette, les chambres, les repas, les bains, c'était plus ça. Et puis, bon, j'ai lu 2 livres et puis après, je me suis dit, bon, en fait, oui, on verra sur le tas. En fait, on verra bien, il faut s'adapter en fonction de chacun. Donc, et je suis pas allée plus loin sur... je pense que j'aurais pu. Parce que là, par exemple, si j'avais un autre enfant, maintenant que je sais, ça se passerait vraiment mieux, quoi. Beaucoup moins de stress et plus de fluidité, en fait. Oui, c'est ça. Vraiment. On vit pas les choses de la même manière quand on est préparé. C'est ça. C'est sûr. C'est pour ça que souvent, les deuxièmes enfants, ça coule plus facilement et on est moins... On se pose plein de questions. C'est ça. Et voilà, on fait et puis... voilà, c'est pas pareil. Ok, et du coup, comme on l'a dit, tu es une maman aussi entrepreneur. Donc, justement, tu as monté plusieurs entreprises qui sont en lien avec la PMA ou la parentalité, ou en tout cas les deux, pour certaines, puisque tu en as plusieurs entreprises. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer et par quoi, justement, tu as commencé ce parcours entrepreneurial? Après, la partie entrepreneuriale, j'aime ça depuis très longtemps. J'avais été créatrice de bijoux avant. Avec mon chéri, on avait été photographe de mariage aussi. Voilà, on avait testé des petits trucs comme ça, par-ci, par-là, et ça nous plaisait bien. Mais bon, j'avais jamais trouvé le truc vraiment pour durer longtemps.
Et donc, quand je suis tombée enceinte, donc j'ai découvert le monde de la maternité où vraiment tout s'ouvre à toi, t'as plein de choses à acheter, tu peux te faire plaisir, t'es chouchoutée en tant que femme enceinte. Et quand j'ai perdu ma première fille, du coup, je suis retombée à zéro, retombée dans les essais bébés où t'es encore obligée d'attendre, tu sais pas combien de temps, pour te faire plaisir et te chouchouter. Et donc là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais me faire des trucs déjà à moi maintenant. Donc, je me suis créé des petits produits. Aussi pour t'accompagner pendant le parcours PMA. Ouais, c'est ça. Au moment, ouais, voilà, c'est par rapport au parcours PMA. C'est vraiment là où j'ai eu le déclic. Où surtout, le fait d'avoir perdu ma fille, j'avais peu de photos pendant notre parcours, peu de photos de grossesse parce que finalement j'avais du mal à me projeter aussi dans la grossesse. Et quand on l'a perdue, j'ai créé un album photo pour me souvenir de tout ce qu'on avait fait pour elle, pour le raconter à nos familles et puis à peut-être des enfants plus tard. Et ça, c'est vraiment mon souvenir le plus précieux que j'ai. Et je me suis dit, quand je suis retombée enceinte, quand j'ai repris les essais, que je voulais, pareil, tout écrire, tout, au cas où que je reperde ce nouveau bébé plus tard, avoir une trace et tout ça. Et puis si ça marche, je vais pouvoir raconter tout ce que j'avais vécu, comment j'avais senti, tout ça. Donc c'était important pour moi. Donc c'est pour ça que les premières choses que j'ai créées, c'est des cartes étapes pour se prendre en photo, tu vois, pendant son parcours, pour en fait raconter. Je vends des choses où ça permet de raconter l'histoire et d'avoir des souvenirs. Et puis petit à petit, j'ai découvert Instagram quand j'ai perdu ma fille en cherchant d'autres mamans qui avaient perdu leur bébé. Ça a été vraiment un gros soutien pour moi là-dessus, mieux que les psys, vraiment. Et puis j'ai commencé à partager sous forme un peu de journal intime, de blog. Enfin voilà, tu partages un peu ton parcours. Et ça a plu à des copines que je m'étais fait sur place. Et puis je me suis dit tiens, oui, je vais lancer une petite boutique et puis je vais faire ça comme ça, un peu de couture. Oui, c'est en couture, tu fais notamment. Je fais des trousses et des bouillottes, oui, des trousses isothermes pour transporter ces traitements. Quand le soir on veut sortir au resto par exemple pour éviter de rester à la maison et se dire non je sors pas parce que j'ai une cure à faire. Oui. Voilà, non, on continue de vivre et on profite. Et des bouillottes pour soulager les douleurs de règles, des choses comme ça. Donc voilà, je couds aussi, donc ça m'a vraiment aidé cette créativité aussi à me remettre de la perte de ma fille. Et puis j'avais vraiment envie de créer quelque chose de positif suite à son départ. Donc j'ai vraiment lancé tout ça pour ces 1 an en fait. Le jour de ces 1 an, j'ai appuyé sur le bouton lancer le site internet. C'était vraiment, pour moi, un hommage pour elle et voilà, un renouveau et la faire connaître, parler d'elle, continuer de la faire vivre en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'elle a vraiment lancé ta démarche où après tu as développé d'autres choses petit à petit. Tu nous en parleras petit à petit. Il y a eu un des défis, parce que tu en as eu plein, j'imagine, surtout avec des jumelles. Mais un des défis, pas que de toi, mais de beaucoup de jeunes parents, c'est le sommeil. Moi, je connais bien le sujet du coup. Et on s'est croisés sur ce sujet-là. Je t'ai accompagnée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quand elles sont nées, on a eu quand même relativement de la chance. Sur le fait qu'elles ont fait quand même leur nuit assez vite. Pour nous, 2 mois, déjà, on était bien au niveau d'un rythme. C'est-à-dire, c'était quoi que t'appelles faire elle prenait le dernier biberon vers 22h30, 23h, tu vois, et puis on fait, celui d'après était entre 6 et 7, quoi. Donc on pouvait quand même, incroyable, pour nous, faire une nuit. En fait, le biberon de 3-4 heures a réussi à sauter assez vite. Voilà. Donc je sais que je suis chanceuse, en plus j'en avais 2. J'ai accompagné une famille de triplés une fois. Ouais, non mais c'était les parents se levaient toutes les 20 minutes limite, parce que comme chacune se réveillait presque toutes les heures, presque à chaque cycle, et pas en même temps. Le sommeil entre 3 et 6 mois, c'était parfait. Le rythme, nickel, ça y est, j'étais moins du coup, tu dors, tu redors un peu, donc tu trouves ton rythme aussi en tant que parent, parce qu'au démarrage aussi, tu apprends tout, donc voilà. Ouais, jusqu'à 6-7 mois, c'était pas mal. Et puis après, il y a eu les dents. Les dents qui sont sorties, donc forcément, ça te redécale les choses. Le rythme change, l'alimentation, le début de la diversification. Il y a plein de choses qui font que forcément, le sommeil, c'est là où ça agit forcément dessus. Je recommençais à fatiguer aussi. Et puis, il y a eu l'entrée à la crèche à 9 mois. Elles sont entrées à la crèche en septembre. Ouais. Et donc là, le premier mois, c'était avec toi. Ouais, elles ont été avec moi de Noël à fin août. Ouais. Donc en septembre, on les a mis à la crèche. Ça s'est très bien passé. Mais du coup, ça a imposé un autre rythme
très rythmé par rapport à eux, ce qu'ils faisaient à la crèche. Donc, c'est pareil, c'est un petit peu tout décalé à la maison. C'était un peu compliqué de bien se faire ça. Et donc, du coup, au mois d'octobre, là, à 10 mois, là, j'ai Augustine qui a commencé à être complètement déréglée. Enfin, j'arrivais plus à la comprendre. Elle pleurnichait beaucoup, elle chouinait tout le temps dans la journée. Et les nuits, là, c'était cata, en fait. Endormissement compliqué. Et en fait, des réveils sans cesse la nuit où j'arrivais plus à la rendormir. Non, mais j'ai été à dormir avec elle par terre. Mais non, elle, pendant 1 ou 2 heures, c'était la fête. Même, elle n'arrivait pas à se rendormir. Enfin, c'était catastrophe. Et donc, j'ai tenu comme ça pendant 1 mois. J'en pouvais plus. Et puis, on s'est rencontrés sur un salon. On a discuté et puis t'es arrivé vraiment au moment où j'étais tellement crevée que j'avais même pas le temps de lire un livre, aller me renseigner sur internet ou tu sais pour savoir que quoi. C'est plus mal. Franchement, tu vois, de chercher là, c'est vraiment super bien tombé. En fait, tu m'es arrivé sur un plateau dans un salon et c'était trop chouette parce que vraiment le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un, enfin pour moi c'est ça qui a été facile quoi. Et c'est vrai, ce qui a été chouette, c'est que tu nous as apporté, ça a été vraiment un suivi aussi du couple. Mon chéri à ce moment-là aussi a voulu, il a vraiment participé. Et donc c'était important parce qu'en plus ça a été la clé aussi de la réussite derrière. Oui, parce que tu m'avais quand même expliqué au moment où on s'est dit qu'on allait faire un accompagnement ensemble que le couple ça n'allait pas trop parce que tout ça avait beaucoup d'impact aussi. Vous aviez du mal à tomber d'accord sur certaines choses. Oui, et puis avec la fatigue. La fatigue, en fait, ce qu'on appelle le baby clash, enfin c'est ça, c'est la fatigue, ça t'amplifie les disputes. Voilà, dès que ton enfant il pleure, tu sais pas comment le gérer, ça agace l'un l'autre parce qu'il sait pas le calmer. Enfin bon, voilà, le truc classique des parents. Donc c'est vrai que c'était vraiment, on était à un moment donné où on commençait vraiment à ne plus en pouvoir et c'était compliqué. Donc, du coup, ça a été trop chouette. Voilà, tu nous as donné plein de conseils, vraiment à deux. On a eu la chance que voilà, ça marche en plus assez rapidement. C'était vraiment que pour Augustine à la base. Ça a marché vraiment assez bien tout ce que mais tout ce que tu nous as donné, c'est vrai que c'est des choses que il aurait fallu qu'on sache avant en fait. Oui. Parce qu'on n'aurait pas attendu d'être autant épuisé en fait. C'est ça, tu avais pris conscience. On a beaucoup parlé ensemble des besoins de l'enfant. Enfin, moi, c'est un peu mon fil conducteur souvent quand j'accompagne. Si tu avais pris conscience de ces besoins-là, peut-être que tu aurais pu anticiper vraiment en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je propose aussi des programmes des enceintes. Oui, je propose aussi des programmes pour les personnes qui attendent un enfant ou qui ont un bébé tout jeune, qui n'ont pas de difficultés sommeil, mais pour qui justement prennent conscience de tout ça et évitent de se retrouver après dans ce genre de situation. Donc en réalité, si tu avais pu avoir ces infos avant, peut-être que tu serais passé au travers de ces difficultés-là. C'est ça. Et puis même si par exemple je retombais enceinte, franchement je reprends. Parce que, du coup on s'est accompagnées, elles étaient déjà plus grandes, tu vois. Mais tout le début aussi où des fois tu comprends pas. Ça on en a pas discuté parce que c'était le début, donc mais ça serait super important. Et en fait ce qui a été bien, c'est qu'aussi les conseils que tu nous as donnés à ce moment-là, en fait on les a vraiment. Là elles ont maintenant un peu plus de 2 ans. Oui, donc ça fait plus d'un an, là ça fait presque un an et demi. Oui, c'est ça qu'on s'est eu. On s'est re-eu sur quelques conseils par-ci par-là où vraiment il y a eu des périodes où ça se redécalait ou quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que tous ces conseils on les a appliqués au fur et à mesure et encore maintenant. Là j'ai mon chéri qui a encore retenu plein de trucs et des fois elles ont 2 ans et dès qu'on sent qu'il y a des choses qui dans leur caractère ou quoi que ce soit, on réapplique et ça se réajuste. Et là, elles ont 27 mois, je crois. Moi, je compte plus. Elles ont un peu plus de 2 ans. Voilà. Bon, sinon, c'est bon. Donc, elles doivent avoir 27 mois. Là, les dodos, c'est parfait. C'est-à-dire, le soir, elles vont se coucher. Dodo, petite couverture. À demain. Bonne nuit. Et on est à la lumière. Oui, ça roule, en fait. Donc, c'est vrai que c'est chouette parce que forcément, le sommeil, c'est toujours quelque chose qui se perturbe vite. Hein. Parce que là, ça s'est recalé après avoir toi. Mais bon, après, on était dans l'hiver. Donc, premier hiver à la crèche, comment te dire, l'enfer. Donc, forcément, les microbes, ils sont pas bien la nuit, les dents qui poussent. Enfin, il y a toujours, des fois, quelque chose. Mais après, c'est la base, on va dire, a pu être mise en place. Et après, c'est sûr que même encore maintenant, de temps en temps, une tétine à 3h du mat, c'est une tétine à 3h du mat. C'est plus ponctuel ou quand il y a un événement particulier. Voilà. On sait maintenant que quand on sort en journée, on sait que le soir, ça peut un peu plus décharger, un peu. Enfin, on a des bonnes T'as pris conscience de certaines choses et on anticipes un peu aussi des fois. C'est ça. Donc, ok, c'est trop. Donc, pour toi, ça a été
C'est très très bien. Et je le conseille. Vraiment, j'ai ma belle-sœur qui, pareil, a galéré. La petite, elle va bientôt avoir 1 an. Et je lui dis, mais franchement, enfin, ça fait partie des choses où tu ne peux que le recommander à tes copines ou aux parents que tu connais, quoi. C'est pour moi un des meilleurs cadeaux, en fait, parce que je dis, le sommeil, c'est tellement important. Ouais, Et même nous, en tant qu'adultes, enfin, même quand les enfants impacte seront tout. grands, on sait que le sommeil, c'est quand même la base de notre énergie de tous les jours. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, merci pour ce retour, Flavie. Bon, sinon, quel message tu aimerais transmettre aux parents qui nous écoutent et peut-être même aux couples qui sont en parcours PMA? Moi, c'est vraiment de profiter de la vie. Alors, en général, hein, mais déjà, en parcours PMA, c'est vrai qu'on se fixe... Enfin, j'étais la première, hein, sur 8 ans. Les premières années, j'étais protocole, fallait enchaîner. Mais en fait, ça fait du bien de faire des pauses et il faut quand même continuer de vivre. Profiter de la vie, c'est important parce que c'est ça qui va vous nourrir, vous rebooster en fait pour mieux tenir dans la distance. Voilà, penser à soi, se prendre des moments pour soi. Même en tant que parent, hein, moi j'ai eu des moments comme ça où j'ai eu besoin de me retrouver toute seule. Mon chéri est parti chez ses parents avec les petites et j'étais un week-end entier toute seule à la maison. Ça m'a fait un bien fou parce que à un moment donné, t'es trop dans le quotidien ou soit trop fatigué ou tout ça, il faut que tu récupères aussi, quoi. Donc, faire des projets dans la vie, si on peut, qu'on a les moyens financiers, go, on y va, quoi. En fait, on n'attend pas, quoi. Quand mon chéri est tombé malade, on devait partir en week-end en roulotte et on l'a décalé, et puis il est tombé malade et en fait, on l'a jamais fait, quoi, du coup. Donc, c'est des trucs que si tu peux le faire là, que voilà, t'as le temps, l'argent, l'énergie, go, en fait. Go, on n'a qu'une vie, donc go. Et après, c'est savoir s'écouter et se faire confiance. En PMA, si vous entendez pas avec le gynéco ou un médecin, ou peu importe quoi, vous sentez pas un truc, vous changez en fait. C'est votre corps, c'est votre vie, donc si ça vous va pas, si ça vous convient pas, changez. Le boulot c'est pareil, ça vous convient pas, vous êtes dans des mauvaises conditions et tout, changez, ok, on peut pas faire ça comme ça, c'est financier, c'est tout ça, mais Oui. On peut mettre en place des moyens pour essayer de changer comme on peut. Et puis se faire confiance quand on devient parent, parce que et c'est pas évident tous les jours et on a cette intuition, c'est notre enfant et on sait si ça ou ça va pas et pas forcément écouter les conseils de telle ou telle personne. Alors oui, prendre les conseils quand même, mais après vous faites votre tri, votre choix en fait. Ouais. Et puis voilà, si vous sentez que ça va pas, vous allez demander ailleurs. Enfin voilà. Jamais se forcer. C'est ça. C'est vraiment suivez votre intuition. Ouais, faites-vous confiance parce que enfin voilà, c'est vos enfants et votre vie. Donc voilà, sur vos choix dans la vie. Je suis complètement avec toi. Pas faire les choses à contre-cœur, pas faire les choses parce que on a entendu dire que ce serait mieux si ça et qu'on sent au fond de nous que non, c'est pas ça qui serait bon pour nos enfants, notre famille et tout. C'est qu'il y a un problème en fait. On est tous différents, on a chacun nos personnalités, donc c'est vrai que ce qui va à l'un ne va pas aller à l'autre. Voilà, c'est normal. Complètement. Raconte-nous un petit peu ton autre entreprise, ton autre projet qui s'appelle Hope House. Tu nous en dis un peu de mots là-dessus? À force d'avoir rencontré plein de professionnels en fait qui m'ont accompagnée, que ce soit pendant mon parcours PMA ou après enceinte ou même avec toi après, je me suis fait quand même un gros cercle de connaissances au niveau un bon réseau pro, que ce soit sur la région toulousaine ou toute la France. Donc, du coup, j'ai eu envie en fait de partager ça avec ma communauté que j'ai sur Instagram avec Baby Hop. Et j'en ai beaucoup qui me disaient « Ah Flavie, t'as un contact d'un ostéopathe en Bretagne, ça, là. » Je disais « Ah ben oui, j'en ai quelques-uns que je connais, que je peux vous recommander. » Mais c'est vrai qu'il y a une demande en fait d'avoir des pros qu'on peut conseiller. Oui. Donc, je me suis dit « Mais c'est pas possible, il faut que je puisse apporter cette info-là de façon plus large. » Et donc du coup, j'ai créé la Hope House, qui est une maison de la parentalité mais digitale. Donc c'est vraiment un annuaire de pros où on peut retrouver des pros de la fertilité, de la grossesse, du postpartum, qui font du visio et ou du présentiel. Et après, vous avez un club pour les parents et un club pour les pros, toujours pour en fait amener cette communauté pour échanger entre nous. Le soutien est super important. Les parents ou futurs parents, quand je dis futurs parents, c'est ceux qui sont en essai, de pouvoir partager nos angoisses, nos bonnes nouvelles, tout ça entre nous. Pour les pros, c'est aussi souvent on est chacun un peu de son côté et on a besoin aussi
d'échanger entre nous, de partager une belle synergie tous ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie. En fait, tout ce que moi j'ai trouvé pour moi de bien, j'ai envie en fait de le partager à tout le monde, quoi. Et moi j'ai tout découvert en fait sur le tard, que ce soit même pour la PMA. J'ai fait plein de lives sur Instagram. En fait, les lives, je les faisais presque pour avoir des renseignements pour moi. Je fais des lives sur l'adoption, sur le don de gamètes, et en fait tout ça nous a permis avec mon chéri. Après, celui il écoutait de loin les lives. J'étais coincée dans la chambre et lui il était dans le salon. Et en fait, par exemple, pour l'adoption, c'est des trucs où il a entendu, ça nous a permis d'ouvrir le débat entre nous, tu vois. Donc sûr. En fait, tout ça, ça permet de diffuser l'information au plus grand monde, et je trouve que c'est mieux on est informé et mieux on vit, que ce soit notre maternité ou d'autres choses, quoi. Ah oui, parce que là c'est l'avant, le pendant et l'après. C'est ça. Toutes les étapes. Ouais, super. Bon, et moi je suis ravie du coup de faire partie de cette. Eh oui, forcément. Merci Flavie pour ton témoignage super inspirant. Si toi qui nous écoutes, tu veux en savoir plus sur ces projets, je te mettrai tous les liens en description. Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast pour ne rien rater. À très vite. Au revoir Flavie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.